Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Virées de l'été. Aujourd'hui encore, nous sommes à l'Île-Dieu et je vais aller ramer le long des côtes à bord d'un kayak. Vous aurez aussi le reportage d'Élodie sur le château de Tiffauges et ses machines de guerre médiévales, ce château qui fut la résidence du terrible Gilles de Rais. Baptiste, quant à lui, nous parlera de la Christe marine, une plante comestible du bord de mer. Je vous laisse d'ailleurs tout de suite avec lui et moi je vais me préparer pour le kayak. Salut, aujourd'hui nous sommes en bord de mer pour vous présenter plusieurs plantes qui sont capables de résister à des milieux arides, salés, venteux, les plantes de bord de mer. Première plante dont nous allons parler, la fameuse Christe marine, que l'on appelle aussi fenouil marin ou perce-pierre. On comprend bien ici comment elle fait pour percer les pierres justement pour enfouir ses racines au plus profond pour capter l'eau nécessaire à sa survie. Cette plante fait face à des conditions extrêmes, du sel, du vent, du soleil, et c'est une des premières plantes que l'on va retrouver dans l'étagement en bord de mer. Elle est capable de résister au sel. Rares sont ces plantes-là car le sel absorbe l'eau et donc les fait mourir. Comme les cactus, cette plante a des feuilles succulentes, c'est-à-dire que c'est une plante grasse. Elle est capable de stocker à l'intérieur des sucres et de l'eau. Elle fait un feuillage épais et en cas de coup dur, elle se servira de ses réserves pour mieux se nourrir. Crypmum maritimum de la famille des Apiacées est une plante de la famille de la carotte. Elle a d'ailleurs le goût de la carotte quand vous la consommez crue, mais vous pouvez les blanchir puis les passer à la poêle pour les consommer. Nous venons de voir comment certaines plantes s'adaptent à ces milieux extrêmes et dans la deuxième partie, nous allons voir comment d'autres plantes s'adaptent avec d'autres moyens. Mais pour l'instant, on retrouve Arnaud. Je te propose qu'on aille faire un petit tour en kayak. Les conditions s'y prêtent bien. Là, on a un beau soleil, la mer est plate, c'est super. L'eau est bien claire. Un petit peu de vent, on va faire gaffe quand même parce que comme il pousse au large, on va éviter de partir trop loin. Et tu vas voir, le kayak, c'est une bonne alternative. Sur l'Île-Dieu, on a le vélo, on a la marche à pied, puis un des meilleurs moyens de la découvrir, c'est aussi le kayak. En route! Donc on va se mettre une jambe de chaque côté, on va aller poser les fesses au fond du bateau. Et après, on va pouvoir rentrer les pieds à l'intérieur. Important de bien caler les pieds parce qu'on transmet l'énergie qu'on tire dans les bras au bateau, principalement par les pieds. Si on a les pieds au fond du bateau, on ne va pas transmettre l'énergie au bateau. Et si on a les genoux dans le menton, ça va être galère de pagayer. C'est des bateaux à fond plat, donc ils sont relativement stables. Par contre, tu as vu, c'est un bateau qui est très long. Donc à faire tourner, faut anticiper un petit peu. On va essayer toujours de pagayer avec le côté creux de la pale. La main droite, elle va être fixe sur le manche. Et ma main gauche, je vais la laisser libre. À droite, je vais pouvoir donner mon coup de pagaie. Donc je vais prendre l'eau devant et je vais l'amener derrière. Et à gauche, il va falloir que je cale ma pagaie en cassant mon poignet droit. D'accord ? Pour caler le côté creux de la pale. À gauche. Au moment où on avance le moins bien, c'est quand on est vent de face. On a de la prise au vent avec le bateau, avec le corps. L'avantage des pales croisées, c'est qu'on a une pale qui accroche bien l'eau et l'autre, elle va fendre l'air. Donc, grosse économie d'énergie.
Nous sommes donc sur la plage du Marais Salé où on vient de faire notre petite balade de canoë. Je suis avec Bastien qui m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionne, qui m'a servi de guide dans le coin. Bastien, le canoë c'est accessible finalement à tout le monde, c'est assez simple de prise en main. Exactement, n'importe qui peut se lancer un peu dans l'aventure. Alors après ça dépend vraiment des conditions météo, mais quand on a des bonnes conditions météo, c'est accessible à tout le monde. Les âges, on commence... Il n'y a pas d'âge spécifique, la seule condition c'est de savoir nager parce qu'évidemment comme on est près de l'eau, ça peut arriver. Même si on a un gilet... Même si on a le gilet, il faut savoir nager, c'est mieux. D'accord, donc à partir de 3 ans, si on sait nager à 3 ans par exemple. Eh bien c'est faisable. Ok, et la prise en main alors, parce que c'est des bateaux qui sont assez longs, ça mesure combien un bateau comme ça? Alors ces bateaux-là sont pas loin des 5 mètres, après on a plusieurs types de bateaux, ça dépend du programme qu'on a. Aujourd'hui comme la mer était plate, qu'on pouvait avancer un petit peu, on a pris des bateaux longs, mais après on peut prendre des bateaux plus courts pour aller jouer un peu plus entre les cailloux encore. Et là, on était sur des embarcations solo, on peut aussi monter à plusieurs. Alors il y a plusieurs types de bateaux, soit le monoplace comme on était aujourd'hui, soit après des biplaces, éventuellement de la pirogue en 3 ou 6 places aussi. Donc là on était sur du kayak, pagaie double, mais on fait aussi de la pirogue en pagaie simple en mer. C'est assez sympa aussi comme truc. Justement, la pagaie, ça se prend facilement en main. Moi, je pense avoir pris à peu près le coup de main, même si j'arrivais pas forcément à tourner au bon moment. La prise en main, la technicité, ça vient rapidement? Alors il y a 2-3 petites subtilités à connaître, mais une fois qu'on a chopé le truc, ça prend 2-3 minutes et après c'est parti, quoi. D'accord. Et sur l'île, donc là on était du côté sud. Ouais, on est côté continent là. Okay. Donc le continent qui est en face, et puis après quand on bascule de l'autre côté, face à l'Amérique, on passe plus sur une côte qui est un petit peu plus sauvage, qui ressemble un peu plus à la Bretagne avec des falaises, des grottes, des petites criques. Ici on est sable et puis de temps en temps du caillou, de l'autre côté c'est du caillou et de temps en temps du sable. Donc ça change d'un côté à l'autre, 2 parcours différents. Justement, l'avantage d'être sur une île, c'est de pouvoir choisir ce parcours en fonction des conditions météo. Ouais, gros atout d'être sur une île, c'est qu'en fonction du vent, on va toujours trouver un petit coin à l'abri du vent, suivant les vagues, etc. Donc chaque plage est un spot potentiel en fonction de la météo qu'on va avoir. Et là, par exemple, aujourd'hui, on avait un vent de sud. Vent de sud, donc on est venu se mettre à l'abri du côté de la côte plutôt orientée est. Et on voit que la mer est toute lisse, alors que de l'autre côté, ça brasse un petit peu aujourd'hui. Mais des fois, c'est l'inverse. Et quelle formule alors on peut choisir pour aller faire du canoë? Est-ce qu'on peut partir vraiment libre en balade où on veut? Est-ce qu'on est toujours accompagné? Il y a toutes les options. Quand les journées sont belles, on a la possibilité de louer des bateaux. Et puis là, on est en solo, on se débrouille tout seul. Soit sinon, on peut aussi être accompagné avec des moniteurs. Donc moi ou des collègues à moi qui faisons des balades. Donc on connaît bien les endroits. L'avantage d'être accompagné, c'est que on va directement aux endroits qui sont intéressants. Les grottes ne sont pas toujours faciles à trouver parce que l'entrée est cachée au milieu des rochers. Et l'avantage du moniteur, c'est qu'il vous emmène directement au bon endroit. Est-ce qu'on peut venir pratiquer toute l'année finalement? J'imagine que l'hiver, c'est comme la plongée justement, la mer est un peu plus déchaînée, c'est peut-être pas des conditions idéales? Alors c'est plus sympa quand il fait beau, mais des fois on a des très belles journées au mois de décembre aussi. Alors après évidemment l'équipement n'est pas le même, aujourd'hui c'était petite tenue gentille, en hiver on est un peu plus couvert, mais il y a des belles journées qui le font bien aussi. Et à l'année ça vit comment le canoë ici? Il y a des clubs, il y a des pratiquants réguliers? Alors nous justement on est un club de kayak qui fonctionne à l'année, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont venir s'entraîner les samedis, les mercredis et qui vont participer aux compétitions, donc le club est ouvert toute l'année. Et puis après en saison on essaie de faire découvrir notre activité avec le public qui peut venir sur l'île, donc c'est ouvert à tous et puis on peut vous proposer plein de choses, des balades, de la location, des petites randos avec des thèmes, voilà. Justement, c'est vraiment un moment où on est un peu coupé du monde, un peu isolé. Là, quand on arrive sur l'océan, en fait, j'ai l'impression que tout est calme, tout est plat, on prend le temps de pagayer. Ouais, alors ici, justement en été, il y a beaucoup de monde, des fois la plage elle est noire de monde. L'avantage quand on part sur l'eau comme ça en kayak, c'est que d'un seul coup il n'y a plus de bruit, il y a juste nous et notre bateau sur l'eau, on va glisser avec les copains et on apprécie.
Eh bien, merci Bastien pour cette découverte. J'espère que vous aussi, ça vous donnera envie d'aller vous reposer, même si c'est un petit peu physique parfois, mais vraiment c'est calme, c'est des sensations très plaisantes d'être sur l'océan comme ça. En attendant, moi je vous propose de regarder un reportage d'Élodie Pépin qui est allée visiter le château de Tiffauges avec ses machines de guerre médiévales. Le château de Tiffauges qui a été habité notamment par Gilles de Rais, le terrible Gilles de Rais. Elle vous raconte un petit peu son histoire dans son reportage. Construit au XIIe siècle, le château de Tiffauges est l'un des sites médiévaux les plus remarquables de l'ouest de la France. Ici vécut durant 15 ans Gilles de Rais, grand seigneur et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, dont l'histoire est souvent associée à celle de Barbe-Bleue. Il s'est adonné donc à la fin de sa vie à ce qu'on appelle l'alchimie, donc une sorte de magie noire qui a pour but de créer la pierre philosophale, qui aurait le pouvoir de changer n'importe quel métal en or. Il a donc fait appel à plusieurs alchimistes, dont un Italien, Francesco Prelati, qui lui a proposé, pour invoquer les démons, justement, de sacrifier des enfants, d'offrir des enfants au diable. Voilà. Donc Gilles de Rais aurait, durant la fin de sa vie, sacrifié environ 200 enfants, dont une bonne partie ici au château. Le château fut détruit pendant les guerres de religion et de Vendée. La crypte reste la partie la mieux conservée. Alors il s'agissait non pas d'une crypte funéraire, on n'enterrait pas des morts dans cette crypte, mais d'une crypte reliquaire. A priori, on conservait des reliques dans cet endroit. Voilà. Donc parfaitement conservé malgré son âge. Et il y a une autre particularité dans cette crypte, c'est qu'on a ici une réserve d'eau potable. On a donc un puits qui est totalement médiéval et qui constituait une réserve d'eau potable en cas d'attaque de l'ennemi. Aujourd'hui, propriété du conseil départemental, le château de Tiffauges est aussi très connu pour ses machines de guerre médiévales reconstruites à partir des plans du Moyen-Âge. Il nous suffit donc de tourner ces fameuses roues, ce qui nous permet d'enrouler une corde autour d'un cabestan, d'un treuil ici à l'horizontale, et ce qui nous permet donc de rabattre le mât pratiquement à l'horizontale. Une fois armé, il suffit de mettre le projectile dans la fronde. On referme la fronde et à cet instant, donc, la machine est prête pour le tir. Ces machines de guerre sont aussi au cœur d'un spectacle proposé ici. Jérôme Massé en est l'animateur. Voici le paysan libre qui doit à son seigneur une forme de service militaire en échange de sa protection. Durant une demi-heure, Jérôme Massé présente aux spectateurs toute l'artillerie mécanique médiévale, de la catapulte à la bombarde. Tous les jours, des spectacles comme celui-ci et des animations sont proposés au château de Tiffauges. Le spectateur est invité à plonger dans l'ambiance du Moyen-Âge, jusqu'à même se mettre dans la peau d'un chevalier. Alors l'été en Vendée, c'est la plage, mais c'est aussi justement les sites culturels comme ce château de Tiffauges. Moi personnellement, je préfère la mer et le sable, alors je vais vous laisser avec Baptiste et moi je fais ma petite sieste. On se retrouve en bord de plage pour parler d'une plante exceptionnelle, la giroflée des dunes. Mathiolus sinuata, comme on l'appelle, la giroflée des dunes, est une plante de la famille des brassicacées, de la famille des choux. On les appelait anciennement les crucifères parce qu'elles ont des pétales en croix, d'où le nom crucifère. Face à la mer, au soleil et aux embruns, elle a donc dû s'adapter à des conditions extrêmes. Par exemple, ses feuilles sont elles aussi légèrement succulentes. Mais une autre stratégie a été mise en place, ce sont les poils. C'est ce qui rend ces plantes grises, légèrement blanchâtres, un petit peu comme les maisons en Crète, en Grèce ou en Espagne. Elles sont peintes en blanche pour réfléchir la lumière et donc subir de façon moindre la chaleur. Toutes les plantes que vous allez pouvoir voir qui ont cette couleur
ont une pilosité et sont donc des plantes adaptées à la sécheresse. Autre particularité, cette plante est capable de dégager du parfum, mais plutôt le soir tard, quand vous rentrerez peut-être de la plage, ou alors si vous avez envie de vous faire un bain de minuit. Elle dégagera un léger parfum vanillé, typique des giroflées. Toutes ces plantes de bord de mer sont des plantes protégées, ou du moins qu'il faut protéger. Il va falloir faire attention quand vous vous baladerez dans ces dunes de marcher sur les sentiers prévus à cet effet et de ne pas marcher sur les plantes. Il ne faudra pas non plus succomber à l'envie d'en faire un bouquet, puisque chaque fleur donnera des graines et donc pourra préserver toute cette biodiversité pour vos enfants et vos petits-enfants. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, restez curieux! Nous voici donc à bord du bateau qui nous ramène sur le continent, ce qui veut dire que ce deuxième numéro des virées de l'été touche à sa fin. On se retrouve dès demain pour d'autres idées de sortie, pour agrémenter vos vacances ou vos week-ends en Vendée. Alors à demain, salut!